Bonjour à vous. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur donc les transformations physiques. On va regarder un petit peu le cours ensemble. Et puis, voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il faut que vous reteniez là-dessus. Alors, plein de choses que vous connaissez déjà. Rappelez-vous de vos cours de cinquième. Ah, la cinquième. Donc oui, trois états de la matière. La matière peut exister sous trois états différents, solide, liquide et gaz. Je rajoute, hein, on peut ajouter éventuellement le plasma, on va en reparler un tout petit peu plutôt en fin d'année. Le plasma, ouais, c'est considéré comme le quatrième état de la matière, donc solide, liquide, gaz, ça vous connaissez par cœur ces trucs-là. Vous savez aussi que selon que la matière elle soit solide, liquide ou gazeuse, elle va avoir des propriétés qui peuvent être différentes et des choses intéressantes. Les solides, hein, par exemple, on dit qu'ils ont une forme propre, c'est-à-dire qu'ils ont une forme. Un objet solide a une forme. Alors qu'un liquide et un gaz n'ont pas de forme propre. Un liquide, ça prend la forme du récipient qu'il contient, hein. Rappelez-vous, un liquide n'a pas de forme, un gaz non plus. Le gaz, c'est encore pire, parce qu'un gaz, en fait, il a tendance à aller dans tout le volume possible, en fait. Un liquide a quand même tendance à aller au fond de votre verre, plutôt qu'au milieu de votre verre. Donc, oui, les gaz aussi sont compressibles. Un solide ou un liquide, dans des conditions normales, hein, j'entends, vous pouvez pas le comprimer, vous pouvez pas le compresser. Alors qu'un gaz peut se compresser facilement. Pourquoi? Eh ben en fait, pour regarder un petit peu et pour comprendre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous regardiez ces états de la matière à ce qu'on appelle l'échelle microscopique. Donc on va regarder ce qui se passe en termes d'atomes, en termes de molécules. État solide, on dit que c'est compact et ordonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les solides, hein, vous verrez ça un peu plus tard, mais vos atomes ont une place bien précise. Les atomes, globalement, se touchent, d'accord? Les molécules, les atomes sont très liés entre eux. Et ce qui fait que tout ça, en fait, vos atomes, vos molécules, à l'état solide, n'ont que très peu de liberté de mouvement. Donc c'est pour ça que, globalement, un solide, ça a une forme propre. L'état liquide, on dit que c'est compact et désordonné. Pourquoi c'est compact? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans les liquides, les molécules sont très proches, elles se touchent quasiment, voire elles se touchent. Par contre, on s'aperçoit que les molécules n'ont plus de place précise, mais par contre, elles peuvent bouger. Les molécules sont mobiles. Et qu'est-ce que ça peut expliquer ça? Ça peut expliquer notamment que les liquides n'ont pas de forme propre, et ça explique aussi que les liquides, ça coule. Et oui, les liquides, ça coule. C'est fou, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qui permet d'expliquer ça? C'est ça. C'est qu'en termes d'atomes, à l'échelle microscopique, même si les molécules sont très très proches, les molécules peuvent bouger. Elles ont une liberté de mouvement. Dernier état de la matière, c'est l'état gazeux. Là, pour le coup, hein, on va dire que c'est dispersé et désordonné. Pourquoi dispersé? Parce qu'en fait, hein, là, à l'état gazeux, en fait, vos molécules ne se touchent plus du tout. Hein, elles sont complètement libres. Et elles sont tellement libres qu'en fait, voilà, elles n'ont pas de liaison entre elles, hein. Il y a pas de liaison entre les molécules dans un gaz, alors qu'il y a des liaisons entre les molécules dans les liquides et dans les solides, et que vos molécules, elles sont toutes en mouvement. Et d'ailleurs, hein, elles sont tellement en mouvement qu'elles s'entrechoquent entre elles, hein. Je vous ai mis une vitesse ici. En moyenne, hein, les vitesses, hein, de choc, c'est 300 mètres par seconde. Vous voyez, vous, actuellement, là, vous êtes là, hein, tranquillement devant votre écran d'ordinateur, et vous avez tout un tas de molécules, hein, de dioxygène, de diazote, qui sont en train de vous frapper à ces vitesses-là. On parle notamment ici d'agitation thermique. Ça, c'est un terme hyper important, on va y revenir après. Allez, je passe à la suite. Hop. Donc, comment est-ce qu'on peut symboliser tout ça? Donc, s'il y a des états de la matière, on peut passer d'un état à l'autre. Hein, vous pouvez passer de liquide à solide très facilement. Comment on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on modifie comme grandeur en physique? On modifie la température. Donc, un changement d'état, en fait, c'est quand on passe d'un état à un autre. Qu'est-ce qui change concrètement? Physiquement, qu'est-ce qui change? En fait, c'est la température. Mais microscopiquement, qu'est-ce qui change? C'est qu'on va pouvoir passer d'un état comme ça à un état comme ça. On va pouvoir passer d'un état comme ça à un état comme ça, etc. Donc, ce que vous devez connaître, vous, c'est ça. Donc, solide, liquide, gaz. Hein. Vous devez connaître ces noms-là. Quand on passe de solide à liquide, on appelle ça la fusion. Quand on passe de liquide à gaz, on appelle ça la vaporisation. Quand on connaît, enfin, quand on passe de solide directement à gaz, on appelle ça la sublimation. Bon, si vous retenez pas sublimation, c'est pas très très grave ici.
Imaginez, vous avez un gaz, vous le refroidissez, et bah, on va parler de liquéfaction, hein, quand il revient à la forme liquide. Si vous avez un liquide et que vous voulez le passer à l'état solide, on appelle ça la solidification, il faut donc baisser la température. Donc, fusion, solidification, vaporisation, liquéfaction à connaître. Si vous connaissez sublimation et condensation, c'est encore mieux. Alors, en termes d'énergie, de température, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il faut que vous compreniez le truc. Ici, pour passer d'un solide à un liquide, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un glaçon, vous voulez le transformer en eau liquide. Et bien, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez votre glaçon, vous le laissez à l'air libre. Ok. Ça veut dire que en fait, votre glaçon, il gagne de la température. D'accord? Donc ça veut dire que pour passer d'un solide à un liquide, il faut fournir de la température, de l'énergie à votre matière. Ok? Donc ça veut dire aussi que pour passer de solide à liquide, par exemple, votre matière ici, votre matière solide, a besoin d'énergie pour passer au liquide. Ça veut dire qu'elle absorbe de l'énergie. Rappelez-vous des mots de vocabulaire. Si on absorbe de l'énergie, ça veut dire que la transformation ici, elle est endothermique. Donc, la fusion, la vaporisation, la sublimation ici, donc les transformations que j'ai notées en rouge, ce sont 3 transformations qui sont endothermiques. Pourquoi? Bah parce que pour passer de solide à liquide, de liquide à gaz ou de solide directement à gaz, vous êtes obligé de fournir de l'énergie à votre matière. Autrement dit, votre matière a besoin d'énergie pour passer d'un état à un autre. Autrement dit, il absorbe de l'énergie. Autrement dit, si ça absorbe de l'énergie, on parle bien de système de transformation endothermique. C'est bien là le petit point qu'il faut que vous compreniez. Et on va regarder aussi le cas inverse. Quand on passe de gaz à liquide, on appelle ça la liquéfaction. Comment est-ce qu'on peut passer de gaz à liquide? Et bien en fait, on refroidit l'objet. On refroidit votre matière. Pour passer de liquide à solide ici, hein, il faut refroidir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et bien ça veut dire que quand vous passez de gaz à liquide, et ben votre matière va libérer de l'énergie. D'accord? Donc ça veut dire que si vous libérez l'énergie, rappelez-vous, hein, c'est l'histoire de la... On avait vu ça dans les transformations chimiques, hein, des combustions notamment. Si votre système libère de l'énergie, on va parler alors de transformation exothermique. Donc quand on passe de gaz à liquide, et ben en fait, votre système là, ici, hein, si on parle du gaz par exemple ici, ben votre gaz va libérer de l'énergie, va libérer de la chaleur. Quand on parle d'énergie ici dans ce chapitre-là, ce sera essentiellement de l'énergie thermique, autrement dit de la chaleur, hein, si vous voulez. Donc liquéfaction, solidification, condensation, ce sont des transformations où on observe une libération de chaleur, si vous voulez. Autrement dit, ce sont des transformations exothermiques. Donc ça, ce point-là est très important. Donc il faut que vous ayez bien en tête ça. Alors, ensuite, oui, je voulais vous parler d'écriture symbolique. Comment est-ce qu'on va symboliser ces transformations-là? Et bien, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Imaginez ici, on veut modéliser la fusion de l'eau, c'est-à-dire que du passage de l'eau solide à l'eau liquide. Un truc super important, c'est quand on parle de changement d'état ici, de transformation physique, les molécules restent les mêmes. Hein, on passe d'eau solide à l'eau liquide, oui, mais vos molécules d'eau, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours H2O, ça ne change pas. Mais donc, on va être obligé de préciser l'état physique de la matière. Et on va le préciser en mettant entre parenthèses l'état physique. Donc si on passe d'eau solide à de l'eau liquide ici, eh ben on écrira H2O, entre parenthèses S pour solide, une petite flèche, H2O, entre parenthèses L pour liquide. Donc si on parle de vaporisation de l'eau par exemple, donc la vaporisation de l'eau, on passe d'eau liquide à eau gazeuse, donc on précisera H2O entre parenthèses L pour liquide, une flèche, H2O entre parenthèses G pour gaz. Donc voilà ce que vous devez retenir ici. Voilà, je l'ai encadré. Il est important de noter que lors d'une transformation physique, les molécules restent identiques. Hein, H2O ici, H2O ici. Il n'y a pas d'histoire de coefficient stoichiométrique dans ce type de transformation, puisque vos molécules restent pareilles. C'est uniquement l'état physique qui change. Donc voilà, c'est pour ça, à un moment donné, on est obligé de préciser
l'état physique pour comprendre de quoi on est en train de parler. Donc, dernier exemple ici, ça c'est pas bien compliqué, hein. Si on parle de solidification de l'éthanol, donc solidification, on part de l'état liquide pour arriver à l'état solide, hein, ici. Donc on le précise, L pour liquide, S pour solide, on est bien. Alors, un petit piège à éviter, c'est que dans la vie de tous les jours, on confond très très souvent la fusion et la dissolution. Je m'explique. La fusion, on vient de le dire, c'est un changement d'état. D'accord? La fusion, c'est un changement d'état. On passe de l'état solide à l'état liquide. C'est ça la fusion. Alors que quand vous faites une dissolution, hein, vous prenez un solide, vous le mettez dans l'eau, par exemple, vos molécules, elles ne changent pas d'état. Elles changent uniquement, enfin, si vous voulez, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, elles se dispersent, mais elles ne changent pas d'état. Je vais préciser un peu les choses. Imaginez, vous avez du sucre, ok? Donc souvent le sucre, alors ça peut être du glucose ou du saccharose. La formule du saccharose, c'est C12H22O11. Donc vous chauffez du sucre à la poêle, vous obtenez ce qu'on appelle du caramel. Hein, je vous rappelle hein, que la cuisine c'est de la chimie en fin de compte. Je vends mon truc là. Donc oui, vous chauffez du sucre, vous obtenez du caramel. Très bien. Donc ça veut dire que vous avez fait un changement d'état. Vous avez apporté de la chaleur à votre sucre, donc qui lui a permis de passer d'un état solide à un état liquide. Comment est-ce qu'on peut écrire ça? Eh ben, on va écrire que C12H22O11 solide, entre parenthèses, ça vous donne C12H22O11 liquide. Changement d'état. Très bien. Par contre, ça on l'a fait aussi en manip. Imaginez, vous prenez votre sucre, votre saccharose, toujours pareil, et vous le mettez dans de l'eau. Et bien le truc qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que votre sucre ne change pas d'état. Il n'est pas devenu liquide, votre sucre. C'est pas devenu du caramel. Donc ça veut dire qu'il est toujours à l'état solide, sauf que comme il est dans de l'eau et qu'il est complètement dissous, bah, vous ne le voyez plus, votre sucre. Mais si on regardait au microscope, bah, vous verrez toujours hein, des microcristaux de sucre à l'état solide. Donc je répète, dans ce cas-là, hein, si vous prenez un solide que vous le mettez dans de l'eau, il se dissout très bien, mais ce n'est pas un changement d'état que vous avez fait, c'est ce qu'on appelle une dissolution. Donc faites attention à ne pas confondre changement d'état ici, dissolution ici. Dans un cas, on a apporté de l'énergie, de la chaleur, d'accord? Dans ce cas-là, vous avez apporté un solvant, si vous voulez, vous avez apporté de l'eau. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut écrire quand même quelque chose. On peut écrire que votre sucre à l'état solide, S entre parenthèses, c'est devenu du sucre à l'état aqueux. Aqueux, ça veut dire eau hein, en latin, aqua. Donc on le précise quand vous voyez entre parenthèses, voilà, aqueux, c'est pour aqueux. Ça veut dire que vous avez du sucre, mais qui est dans une solution, qui est complètement dissous, qui est au sein d'une solution. On fera attention à ça, je vous l'ai résumé aussi sous forme d'un petit schéma. Donc là, on change bien d'état, hein, vos particules, elles ont des particularités pour le coup différentes. Ici, quand vous faites une dissolution, hein, en fait, vos particules sont complètement dispersées dans votre solvant. Donc, on fait souvent la confusion. Hein, par exemple, hein, vous mettez du sucre hein, dans un yaourt, et on ne dit pas que le sucre il fond dans le yaourt. On dit que le sucre se dissout dans le yaourt. Ah, il faut être précis dans la vie. Allez, on va regarder maintenant en ce qui concerne les échanges d'énergie. Donc, on vient de voir en fait hein, que pour passer d'un état à un autre, il y a une histoire d'énergie qui change. Par exemple, pour passer d'un solide à un liquide, donc pour faire une fusion, vous avez besoin de chauffer votre matière. D'accord? Pareil, si vous voulez passer d'un état liquide à un état gazeux, donc là, si on veut faire une vaporisation, vous êtes obligé d'apporter de l'énergie. Donc voilà, hein, c'est ce je vous ai dit tout à l'heure, mais je reprends ça avec des phrases peut-être. Donc ça veut dire que ces transformations-là, elles ont besoin d'énergie pour se réaliser. Donc on appelle ça des transformations endothermiques. Donc bien savoir ça. Pour passer d'un liquide à un solide, donc là je fais le chemin inverse, c'est une solidification. Vous avez besoin de refroidir la matière, d'accord? Idem pour faire la liquéfaction, c'est-à-dire de passer d'un état gazeux à un état liquide.
Donc ça veut dire que ces changements d'état-là, ils ont tendance à libérer de l'énergie, et dans ce cas-là, on utilise le terme exo. Exo, hein, ça veut dire en dehors, hein. Donc ça veut dire que votre système expulse, si vous voulez, de l'énergie. Quand vous faites un changement d'état, vous avez donc, vous voyez, hein, j'espère que vous comprenez un peu le truc, vous avez des transferts d'énergie. Si vous chauffez voilà, un objet, vous avez bien un transfert d'énergie qui se passe. Alors le problème, c'est que en règle générale, quand on fait ça, on fait des expériences à l'air libre, et donc la chaleur en fait à l'air libre s'en va automatiquement, si vous voulez. Donc, quand on parle de transfert d'énergie, on va utiliser la lettre Q. C'est une énergie, donc c'est en joule. Le symbole de joule, c'est grand J. Et vous vous doutez bien que ces transferts d'énergie-là, ils vont dépendre du type de molécule qu'on est en train d'étudier. On va voir que, bah oui, dans la formule qu'on va regarder tout à l'heure, on a l'énergie massique à prendre en compte, grand L. Vous doutez bien aussi que c'est plus compliqué de chauffer 3000 tonnes d'eau que de chauffer 1 gramme d'eau. Donc vous doutez bien que, bah oui, l'énergie liée à ça, elle va dépendre de la masse de la matière qu'on est en train d'étudier. Et donc, la formule que vous avez regardée en TP, en fait, qu'il va falloir apprendre dans ce chapitre-là, c'est que Q, la quantité d'énergie qu'on libère, c'est égal à M, la masse, fois grand L. Grand L, c'est l'énergie massique. Donc grand L, c'est une valeur qui dépend du type de molécule. Si vous parlez d'eau, si vous parlez, j'en sais rien moi, d'alcool, si vous parlez de ce que vous voulez, la valeur de grand L sera différente. Si vous parlez de vaporisation, de fusion de l'eau, de vaporisation de l'eau, de condensation de l'eau, la valeur de L sera aussi différente. Donc on a bien Q égale mL, c'est la formule que vous allez devoir retenir ici. Q, c'est l'énergie, c'est en joule. M, en physique, on fait super attention, en physique, la masse, c'est en kilogrammes. Je répète que normalement, une masse doit être en kilogrammes. Il y a uniquement en chimie qu'on utilise le gramme parce que, voilà, les chimistes, on est comme ça. Et grand L, regardez ici, grand L a aussi une unité. Pourquoi ? C'est du joule par kilogramme moins 1. Pourquoi ? Parce que ici, on a des kilos, ici, on a des joules fois kilogramme moins 1. Donc, kilogramme moins 1, ça part, il nous reste des joules, c'est exactement ce qu'on voulait aussi au départ. Donc, quantité de matière, Q égale M fois L, M c'est la masse en kilos, grammes, L c'est l'énergie massique en joules par kilogramme. Ok. Je vous ai remis un petit schéma ici, c'est la même chose que tout à l'heure, donc transformation endothermique, voilà, quand on passe de solide à liquide à gaz, etc. Transformation exothermique dans le cas inverse. Des petites remarques juste pour finir. Quand vous faites une transformation endothermique, ok, donc on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on chauffe en fait votre matière. Donc le système étudié, il gagne de l'énergie. Donc quand vous êtes en train de chauffer, d'accord, le système que vous êtes en train d'étudier, il gagne de l'énergie. Donc, l'énergie, elle sera positive, elle sera comptée positivement. Vous verrez dans les calculs, normalement, vous avez Q supérieur à 0. Votre système que vous êtes en train d'étudier a besoin d'énergie, donc il va en gagner. Donc ça veut dire que cette énergie-là, elle va être forcément comptée positivement. Dans une transformation exothermique, le système étudié a tendance à perdre de l'énergie, d'accord ? Puisqu'elle en expulse, il y a de l'énergie qui est expulsée du système. Donc ça veut dire que votre énergie, elle est transférée à l'extérieur du système, dans l'air, très souvent, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est souvent perdue, et votre énergie, là, à ce moment-là, sera comptée négativement. Vous verrez dans les exos, quand vous parlez de transfo exothermique, votre énergie, vous verrez qu'elle est négative parce que vous la perdez. Vous perdez cette énergie-là. Dans une transformation endothermique, pour qu'elle se passe cette transformation-là, votre système a besoin d'énergie extérieure, d'accord ? Donc ça veut dire que votre système gagne de l'énergie. Donc Q supérieur à 0. Ici, votre système perd de l'énergie. Q, vous verrez que c'est inférieur à 0. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Bon courage à vous. Allez, au revoir.